Alors pour commencer, je voudrais remercier Monsieur le maire, Patrick Beauvais et Gwenaël Lamarque, le premier adjoint du Bouscat, pour nous avoir permis d'organiser cette réunion au Bouscat. Alors je vais vous parler deux mots du mouvement européen, une organisation qui a été créée il y a plus de 75 ans et qui a été un groupe de réflexion lors de la création de l'Europe, accompagné Jean Monnet et tous les pères créateurs de l'Europe à construire la communauté européenne. Et depuis 75 ans, nous accompagnons la construction de l'Europe. Le mouvement européen Gironde s'occupe de la Gironde. Il y a un mouvement européen France avec une soixantaine de sections départementales, et il y a un mouvement européen international qui comprend 39 pays, donc les 27 pays de l'Union européenne, également donc le Royaume-Uni avec l'Écosse, dont je suis membre, et 12 pays autres que les pays de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité faire une réunion, un débat entre les candidats, parce que nous trouvons que l'Europe a été un petit peu absente des élections à la fois présidentielles et législatives. Or, c'est pourtant quelque chose d'important pour nous tous. Ça détermine beaucoup de nos actions journalières. Alors, il ne faut pas se tromper non plus, l'Europe est financée par le budget des nations à 1,2% du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale. Donc, 1,2% de la richesse nationale, ça n'est pas énorme, c'est pas grand-chose, et on ne peut pas demander à l'Europe de tout faire. Elle a des compétences qui ont été définies par des traités, qui ont été validés par les 27 pays membres. Il n'est pas question, pour l'instant, de sortir des traités. Bien évidemment, il y a la possibilité de les changer, de les faire évoluer. C'est une réflexion qui est menée ensemble par les 27 pays européens, la Commission européenne et le Parlement. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir, c'est que l'initiative de proposer des lois et des réglementations, ça vient de la Commission européenne, et ensuite c'est validé à la fois par le Conseil des présidents, et c'est validé également par le Parlement européen, que vous élisez, et que nous réélirons dans 2 ans. Bien évidemment, l'Europe n'est pas parfaite, et il y a beaucoup de changements que nous proposons. Le mouvement européen a fait 30 propositions pour modifier l'Europe à l'horizon 2030. Vous pouvez le trouver sur votre moteur de recherche favori, 30 propositions Mouvement européen France, vous les aurez. Alors, ce débat aujourd'hui est principalement axé sur l'Union européenne, et nous avons donc 4 candidats avec nous. Donc d'abord, pour la majorité présidentielle, M. Thomas Cazenave, Mme Catherine Sestari pour la NUPES, M. Pierre de Gaëtan Nishkam, si j'ai bien prononcé, pour les Républicains, et M. Jean-Louis Gantepanche pour Reconquête. Alors, on va discuter un moment, on va évoquer certains objectifs de l'Europe. Vous aurez également la parole pour poser des questions à la fin de cet entretien. Donc je vais vous demander d'abord de vous présenter en 2 minutes, pour dire qui vous êtes et comment vous êtes arrivé à être candidat aux élections législatives. Si M. Cazenave, vous voulez commencer. Voilà, c'est ouvert. Merci. Merci au mouvement européen de nous donner l'occasion de débattre de ce sujet fondamental qui, je crois, donne aussi idée au fond sur les visions des uns et des autres, sur l'avenir à la fois du pays et l'avenir du pays dans l'Europe. Donc Thomas Cazenave, je suis bordelais, conseiller municipal et conseiller métropolitain, engagé auprès d'Emmanuel Macron depuis un certain nombre d'années, et effectivement aujourd'hui candidat pour Ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des formations politiques de la majorité, de Horizon, du Modem, de la République En Marche, d'Agir, du Parti Radical, pour ne citer que,
dans le cadre de l'élection pour la circonscription numéro 1. D'accord, je vous remercie. Madame Sestari. Merci, bonsoir à tous. Je suis Catherine Sestari, je suis élue à Bruges depuis 2010, donc dans une liste d'Union de la gauche depuis 2010. Nous avons déjà été élus 3 fois. Notre liste comporte société civile, écologiste, communiste et socialiste. Je vous remercie de me recevoir ce soir. Je suis heureuse de pouvoir parler de la NUP et des projets de la NUP pour l'Europe. Donc, je me présente pour la circonscription numéro 1, pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Je vous remercie. Monsieur Nicky. Pierre de Gaëtan Handicap. Merci François de nous inviter à échanger et partager nos visions, je l'espère, de l'Europe. Et je remercie le mouvement européen de nous ramener justement aussi à cette réarticulation du local et de l'ailleurs, n'est-ce pas, du local, national et de l'Europe. Je pense que c'est aujourd'hui important que ces questions-là soient au cœur du débat. Pierre de Gaëtan Handicap, ancien adjoint à la RGP, aujourd'hui conseiller municipal et métropolitain à Bordeaux. J'ai été notamment maire adjoint du quartier Bordeaux-Maritime et récemment je continue à porter avec fierté les couleurs des républicains, des centristes et bien sûr de la société civile. Je vous remercie. Monsieur Gratepanche. Merci tout d'abord à M. Ledoux de nous inviter et de donner l'occasion à chacun d'exprimer une partie du programme, celle qui concerne l'Europe. En quelques mots, je suis un ancien militaire, j'étais colonel de l'armée de l'air jusqu'à fin 2014, et la politique était pour moi une terra incognita. Les militaires ne font pas de politique. Et c'est la famille, le thème de la famille qui m'a amené à m'engager. Et d'engagement en engagement, j'ai mené la campagne de M. Fillon sur Bordeaux, que j'ai coordonné. Ensuite, j'ai eu des engagements auprès d'un candidat au sénatorial, puis directeur de campagne sur la liste au régional du mouvement de la ruralité Résistons avec Jean Lassalle. Et ensuite, j'ai animé la campagne de M. Éric Zemmour sur Bordeaux. L'enthousiasme d'avoir 700 militants, 700 personnes qui ont pris la carte du parti Reconquête, créé par M. Éric Zemmour. Donc un très grand enthousiasme militant. Je me présente pour la première fois en direct. En 2017, je n'avais pas poursuivi mon investiture aux législatives, sur la 3e. Je suis candidat donc sur la première circonscription pour le mouvement Reconquête, créé par M. Éric Zemmour. Merci. Je vous remercie. Alors, la première chose que nous allons aborder, c'est la place de la France et de l'Europe. Alors, je vais poser à chacun des candidats la question, qu'est-ce que vous préférez et pourquoi une France forte pour une Europe forte ou une Europe forte pour une France forte? Madame Sestari. On a bien évidemment besoin d'une France forte et d'une Europe forte. Je suis ici ce soir pour vous parler d'une autre Europe. La NUP est pro-européenne. Je tiens à le dire haut et fort. Nous sommes pour une Europe fédéraliste. Nous sommes pour une Europe sociale, écologiste, et pas pour une Europe libérale et productiviste. Nous voulons mettre au centre l'écologie, le social, une justice sociale. Voilà. Monsieur Gratepanche. L'Europe est notre civilisation. Qui en douterait? Tant de guerres nous ont séparés, nous ont écorchés, nous ont déchirés. Plus jamais ça. Pour autant, les nations ne sont pas un modèle périmé d'organisation. Les nations, c'est le cadre dans lequel
nous assurons notre sécurité, notre solidarité, notre avenir. Je donnerai un seul exemple. Le début de la crise Covid, nous n'avons pas aidé les Italiens qui étaient en grande crise sanitaire. Nous les avons ignorés. Dans les grandes difficultés, c'est le cadre national qui nous protège. Cela n'empêche pas de coopérer au niveau européen, et c'est le fil conducteur, le fil rouge de mes interventions pour plus tard. Merci. D'abord, je voudrais rappeler que j'appartiens à cette grande famille politique qui a fait, il y a plusieurs décennies, le choix de la construction européenne. Cette filiation gaulliste, de Valéry Giscard d'Estaing pour le centre, plus de Nicolas Sarkozy, je ne vais pas parler de Jacques Chirac, de même d'Alain Juppé, nous avons toujours fait le choix de l'Europe. Le choix d'une Europe beaucoup plus intégrée, efficace, proche des citoyens et ambitieuse. Donc c'est tout à fait logique que je défende une France forte dans une Europe aussi forte, rayonnante, mais efficace et proche des citoyens. Je ne pense pas que l'Europe ait failli dans le contexte de la crise du Covid. Bien au contraire. Je pense que grâce à l'Union européenne, un certain nombre de pays, d'ailleurs fragiles, parmi lesquels ce que vous citez, l'Europe a fait beaucoup. L'Europe a également permis, avec sa contribution au budget des États, de limiter effectivement la fragilité économique des économies nationales. Je pense que l'Europe a également saisi cette occasion du Covid pour s'attaquer à l'urgence d'un programme de santé. Nous avons, à l'occasion de cette crise, révélé, enfin, en tout cas vu ce révélation de fragilité que l'Europe, effectivement, s'emploie à corriger. Évidemment, notre famille politique considère que les nations doivent continuer à jouer un rôle dans la construction européenne, mais il faut, à un moment donné, renforcer les coopérations entre États. Donc, ce qui veut dire qu'on ne supprime pas, par la coopération européenne, l'existence et la vitalité des nations. Donc c'est un peu raconter des histoires aux électeurs que de croire que les dynamiques nationales sont incompatibles avec le renforcement de la construction européenne. D'accord. J'y reviendrai tout à l'heure. Ok. Monsieur Castin. Merci. Bon, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, si vous m'autorisez, parce que cette élection nationale, celle des législatives, c'est une échéance cruciale pour l'Europe. Parce qu'on a, au-delà des mots feutrés qui se sont exprimés, notamment à ma droite, à vous, je pense, à votre droite, on a notamment, j'allais dire en embuscade, des projets politiques qui ne sont pas des projets pro-européens. Je le dis avec beaucoup de fermeté, quelles que soient les présentations qui sont faites. Quand on veut ériger, comme le fait Jean-Luc Mélenchon et la NUP, le principe de désobéissance européenne, comme un grand principe d'action, c'est une erreur historique qui nous mettra en marge de l'Europe. Quand on veut s'affranchir des traités, comme le revendique une partie de l'extrême droite, de Zemmour à Le Pen, c'est une solution qui nous mettra aux marges de l'Europe. Et je leur dis, mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette Europe ? Cette Europe qu'on qualifie d'ultra-libérale et austéritaire, qui a financé avec des centaines de milliards d'euros le plan de relance. Cette Europe qui est en train de financer la transition écologique avec des investissements considérables. Cette Europe qui est en train de définir un accord récent, un salaire minimum dans tous les pays et qui est enfin en train de bâtir l'Europe sociale tant attendue. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, cette Europe ? Moi, je suis très fier de l'Europe, je veux dire. L'Europe, ce n'est jamais une aventure individuelle, c'est une aventure par la négociation, quand on arrive à se mettre d'accord pour progressivement s'affranchir du pétrole russe avec une avancée considérable. 2023, on va arrêter les importations à 90% du pétrole russe. Ce n'est pas la désobéissance, ce n'est pas la remise en cause des traités, c'est la négociation, c'est le leadership. Donc je considère, que l'Europe fait grandir et protège la France, par rapport à votre réponse, par rapport à votre question, une France forte, une Europe forte, on a besoin des deux, bien sûr, mais bas les masques. Bas les masques.
les principes aujourd'hui, notamment portés par Jean-Luc Mélenchon et l'extrême droite, sont des principes et un avenir dangereux pour nous tous, dangereux pour l'Europe et dangereux pour la France, qui a tout à gagner, effectivement, à avoir une Europe forte. D'accord, je vous remercie. Alors, effectivement, une question importante est posée par cette intervention. Peut-on et doit-on désobéir aux règles, aux lois européennes? Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Sestari? Tout d'abord, M. Cazenave, votre gouvernement n'a pas à nous donner de leçons, nous à la NUP. Le gouvernement du président Macron a été condamné par l'Europe pour inaction climatique, pour le non-respect de la qualité de l'eau, de l'air. Donc vous ne pouvez pas défendre ça du tout. La désobéissance que vous critiquez, c'est un moyen de sortir d'une Europe qui est néolibérale, qui ne respecte pas les travailleurs, qui ne met pas en place les mesures urgentes pour la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons énormément de retard, vous le savez. La France est le seul pays d'Europe à ne pas avoir mis en place des politiques d'énergie renouvelable en 2020. Nous sommes le seul pays d'Europe. Donc, nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous. Nous sommes pour une autre Europe. Une Europe sociale, écologique, juste pour tout le monde. D'accord, merci. Monsieur Gratteplanche, peut-on désobéir à l'Europe? Doit-on? Tout d'abord, il n'y a aucun masque dans mon propos. Les choses que je dis, je les pense, et elles sont dites, elles ne sont pas masquées. Par ailleurs, je laisserai à M. Cazenave le terme d'extrême. Moi, je me sens au centre de la droite, en équilibre entre les Républicains et le Rassemblement national. Le reste, ce sont des invectives. Ils n'ont pas place ce soir. L'Europe. Eh bien, l'Europe est la première à désobéir. Qui a donné mandat à la Banque centrale européenne pour racheter les dettes des États? La Banque centrale européenne est le plus grand fournisseur, le premier fournisseur de la drogue budgétaire des États. Sans la couverture, la solidarité de la Banque centrale européenne, nous ne serions pas à ce niveau d'endettement, qui est un vrai scandale pour la génération qui nous suit. 117% du produit intérieur brut, c'est cela la dette de notre France. Jamais nous aurions fait un tel niveau d'endettement si nous n'avions pas eu l'autorisation des Allemands à travers la Banque centrale européenne. Donc, l'Europe est un beau projet à condition qu'il renforce l'intérêt des nations qui la composent. Alors, je rappelle que la Banque centrale européenne est un organisme indépendant qui a sa propre liberté d'action et de décision et qui est gouverné par un groupe de 27 gouverneurs qui représentent les 27 banques centrales des 27 pays de l'Union européenne. Monsieur Tchika. Je suis convaincu que nous ne pouvons pas désobéir aux règles européennes. C'est-à-dire, les règles européennes sont mises en place par des gouvernements qui sont légitimement élus, qui doivent respecter les procédures, et il n'y a pas de place pour une désobéissance civile, n'est-ce pas, des institutions européennes. Et il faut quand même savoir de quoi on parle. On ne parle pas d'une association de joueurs de cricket. Je veux dire, il s'agit des engagements internationaux que nous devons respecter, et lorsqu'on n'est pas d'accord, eh bien, on le fait savoir par nos représentants, et ils ont mandat de la part de nos électeurs pour négocier ces traités. Donc je pense que c'est vendre une illusion aux électeurs que de prétendre le contraire. Je voulais quand même rappeler que cette construction européenne, elle est faite pour renforcer nos nations. Elle est faite pour donner plus de liberté, de sécurité, d'épanouissement à nos concitoyens. Et dans cette perspective-là, les questions auxquelles nos concitoyens sont confrontés, c'est-à-dire aujourd'hui l'indépendance ou la souveraineté énergétique, alimentaire, la question de la sécurité dans nos frontières,
la question du rapport au Sud et à l'Afrique, la question de la gestion des migrations. Mais toutes ces questions-là ne peuvent pas être résolues simplement à partir du levier national. Donc nous avons besoin d'une Europe. Mais de quelle Europe avons-nous besoin? Évidemment que d'une Europe qui, à un moment donné, eh bien, sait limiter l'expansion infinie de ses compétences. Une Europe qui doit renforcer sur un certain nombre de domaines, notamment la santé, le numérique, la sécurité, un certain nombre de coopérations. Une Europe qui doit également, autour de la Méditerranée, comme je disais tantôt, eh bien, avoir davantage d'ambition. Voilà. Donc je crois qu'il faudrait vraiment qu'on aille au fond de ces sujets-là pour ne pas désespérer ni nos concitoyens ou ne pas céder aux sirènes très contradictoires. Et donc, je crois d'ailleurs que ce que je n'arrive pas à comprendre en fait dans le discours de la NUP, c'est de savoir en fait quel est le projet qu'il porte. Est-ce le projet d'Europe Écologie Les Verts ou le projet de Mélenchon? Parce que quand on additionne autant de visions contradictoires, on a du mal à se retrouver. Je voudrais un peu... Non, d'abord, parce que vous m'avez interpellé, je vous ai laissé répondre. Vous m'avez interpellé directement, je vais vous répondre et vous répondrez à M. Le Guettan. Parce que... moi, j'ai repris... je rejoins complètement ce que M. Nicolas a à l'instant. Moi, je n'ai pas compris votre projet. Vous voulez créer l'Europe sociale, on vient d'imposer dans tous les pays un salaire minimum. Vous allez me dire ce que vous voulez faire de plus. La transition écologique, parlons-en. Qui vient d'obtenir la taxe carbone aux frontières? Et ce qui est intéressant, parce que je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté, le leader de NUPS, les Verts, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et c'est sa vision qu'il a imposée à l'ensemble des formations politiques. Et alors quand on regarde les votes depuis 2019 au Parlement européen de la France insoumise, c'est abstention sur le Green Deal, c'est vote contre la taxe carbone aux frontières, c'est votre abstention sur le transport maritime. Donc en fait, tout ce que vous décrivez, vous y êtes toujours opposé. Jean-Luc Mélenchon et son groupe se sont toujours opposés à la politique et à l'Europe que vous appelez de vos voeux. Et j'ai envie de vous dire, ce que vous dessinez autour d'une Europe qui réussit la transition écologique, autour d'une Europe sociale, autour d'une Europe qui protège, c'est ce que nous avons fait et ce que nous faisons patiemment et pas tout seul, avec nos partenaires européens. Et on l'a vu dans la crise du Covid, on l'a vu sur la vaccination. On a aidé, contrairement à ce que dit monsieur, on a aidé les pays européens ensemble à se doter d'une stratégie vaccinale, à exporter nos vaccins fabriqués en Europe vers des pays qui ne pouvaient pas les produire. Je suis très fier de notre Europe. Dans Mme Sestari, effectivement, vous êtes dans la paradoxe le plus total, vous appelez de vos voeux une Europe qu'on construit patiemment, et c'est là où je vous dis que vous vous trompez de méthode pour y arriver. C'est pas en montant sur une estrade qu'on y arrive, c'est par la négociation. Et l'Europe ultralibérale, mais qui peut croire à cette fable? Qui a protégé les salaires des commerçants de tout le pays? C'est le financement européen qui a permis de financer le plan de relance. Et quand on dit qu'il y a un diktat de l'Allemagne qui a demandé à la BCE de financer les déficits, qui peut croire à cette histoire? La BCE, elle est indépendante. Et la BCE, elle a fait la seule décision juste, c'était éviter l'écroulement économique et social de l'Europe. Et oui, et j'ai terminé, et elle a pris en indépendance la décision de financer la dette des États au risque de voir un écroulement généralisé, en indépendance. Merci, Madame Sestari. Monsieur Cazenave, vous parlez d'une certaine Europe. Nous ne sommes pas, je vous l'ai déjà dit, contre l'Europe, nous sommes pour une autre Europe. Dans le cadre des traités actuels, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas faire. On ne peut pas investir autant que l'on veut dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre actuel. Le GIEC, c'est-à-dire le groupement d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, ne nous permet pas de... Pardon, excusez-moi, donc je reprends. Donc, on ne peut pas agir avec les règles budgétaires actuelles. Pendant le Covid, on a complètement renoncé aux limites des dépenses. Pour la santé, on a dépensé beaucoup plus que prévu. C'était tout à fait au-delà des règles européennes habituelles.
actuelle. Là, nous voulons faire la même chose pour l'urgence climatique. L'urgence climatique nous concerne tous. Je n'ai pas fini. Il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas faire dans le cadre actuel de l'Europe. Avec la PAC, la politique agricole commune actuelle, on ne peut pas limiter les pesticides. On veut aussi lutter contre les paradis fiscaux européens. Des milliards et des milliards qui ne sont absolument pas... on ne peut pas utiliser en Europe parce qu'ils vont ailleurs, ou bien même dans certains paradis fiscaux européens. La lutte contre les paradis fiscaux n'est pas assez forte. Vous le savez, on a d'énormes problèmes partout en Europe à cause de cette fuite des capitaux. Donc vous parlez d'une certaine Europe, je ne parle pas de cette Europe-là, je parle de l'Europe sociale, écologique, pour tout le monde, contre le dumping fiscal, contre les paradis fiscaux, et oui. Ok, juste un mot quand même. Les règles budgétaires, elles ont été suspendues par un accord unanime de tous les pays européens. Il n'y a pas d'austérité budgétaire pour faire face à la crise. Ils viennent de le renouveler il y a quelques semaines pour une année encore, pour éviter de retomber dans les critères de Maastricht, pour éviter de contracter trop rapidement la dépense publique et le risque finalement de faire effondrer la croissance. Je suis désolé de vous dire que je ne vois pas où est votre Europe austéritaire et par ailleurs qui empêcherait de financer la transition écologique. On vient de décider un plan d'investissement de 200 milliards d'euros. Et je rappelle que sur des sujets écologiques majeurs comme la taxe carbone, je le répète, je le martèle, il ne faut pas l'oublier, Jean-Luc Mélenchon et son groupe ont voté contre. Vous êtes en plein paradoxe. Et quant au dumping fiscal, je rappelle que récemment, sous une impulsion franco-allemande européenne, l'OCDE s'est mis d'accord pour un taux d'imposition minimal des sociétés. Donc je veux dire, on agit concrètement. Et je ne comprends toujours pas quel est votre projet alternatif pour l'Europe. D'accord, je vous remercie. Alors, une des premières propositions, des propositions du mouvement européen, c'est une transparence accrue. Une transparence à la fois du Conseil des présidents, une transparence de la Commission européenne vis-à-vis du public. Alors, évidemment, je dirais le député de la première circonscription de la Gironde ne va pas pouvoir agir directement sur la transparence de la Commission européenne. Par contre, ce qui nous paraît important, c'est de savoir comment vous voulez être transparent vis-à-vis des électeurs qui nous auront élus. Comment vous allez informer les électeurs qui vous auront élus de vos décisions, de vos votes, et comment vous prévoyez d'être en contact avec vos électeurs pour recueillir leur avis et porter leur avis au plénum. Monsieur Grandpan, je vais commencer. Merci. Transparence, oui, bien sûr. Mais est-ce que vous mesurez le déficit de démocratie qui existe vis-à-vis de l'Europe? On peut très bien être euro-critique sans être ni européen, ni europhobe. L'Europe repose sur une escroquerie. Le traité de Lisbonne a été décidé au niveau parlementaire alors qu'il venait d'être rejeté par un référendum. C'est une ambiguïté fondamentale. Pardon, je ne peux pas laisser tout à fait passer ça. Alors, il y a bien eu un référendum, sur lequel la France a voté non. Quelques autres pays aussi ont voté non. Ce n'était pas le traité de Lisbonne. C'était la question posée était: êtes-vous d'accord avec la signature du traité portant sur la création d'une constitution européenne? C'est la constitution européenne qui a été rejetée, ce n'est pas le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne a été voté par les 27 pays et il a eu lieu 2 ans après le référendum. J'entends. Puisque c'est une impulsion qui a été prise par Nicolas Sarkozy et que je suis de droite et issu des Républicains.
Ce n'est bien sûr que l'emballage qui change et pas le contenu. Mais qui a pu lire seulement le début du commencement de ce traité? Il est tellement volumineux qu'il est impossible de comprendre qu'il faut le talent immense d'un Valéry Giscard d'Estaing pour nous en parler en termes un peu plus. En façon modeste, nous ne connaissons pas dans le détail ce traité. Je voulais, si vous me permettez, si vous me permettez de poursuivre sur le thème de la démocratie. Nous sommes dans une candidature pour des élections législatives. Plus de la moitié de l'activité du Parlement correspond à des transpositions de directives européennes. Des transpositions de directives européennes. Sachant également que pour le quinquennat précédent, plus de la moitié des lois ont été décidées par ordonnance, c'est-à-dire directement par le gouvernement, sur l'autorisation du Parlement, avec ou sans ratification d'ailleurs. Donc ce que je veux dire, c'est que l'Europe, comme le Parlement français, subissent un déficit démocratique. Êtes-vous d'accord pour que les discussions se poursuivent pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Êtes-vous d'accord? Aujourd'hui, les discussions n'ont pas été interrompues, on continue et on les finance. Pour pouvoir accéder à l'Union européenne, il y a un certain nombre de critères qui sont fixés par les traités. La question de l'adhésion de la Turquie, pour le moment, ne peut pas être ouverte, puisque les critères de convergence ne sont pas remplis par la Turquie. Lorsque la Turquie aura mis sa législation aux normes européennes, on pourra peut-être en reparler. La question, quand même, c'était la transparence des députés avec leurs électeurs. Madame Sestari. Vous savez, à la base de la NUP, ce sont des assemblées de citoyens, de syndicats, de partis politiques. Donc, on est habitué à faire appel à l'intelligence collective. On travaille en équipe. Et on travaille en équipe pendant cette campagne, et évidemment, on va continuer, et ça sera pour tous les citoyens européens. Merci. Monsieur Cazenave. Je crois que le premier acte de transparence, c'est être clair sur le projet. Pourquoi? Quel est le mandat? Nous, on a un mandat, on a le même projet, on défend le même projet maintenant législatif que celui qui a conduit le président de la République à être élu. Je crois la grande différence aussi avec NUP, après les élections présidentielles, voilà qu'il faut s'accorder pour des circonscriptions sur un projet où, j'invite tout le monde à le lire, on a à la fin la liste de tous les désaccords. Quelle est la... Je termine. Quelle est la... 650 propositions, et il y en a 33 que l'on est en train de travailler. Donc, Alors, 33 sur 650. Et je vous invite à regarder, ce n'est pas des petits sujets, la politique énergétique. Alors on a les pro-nucléaires avec les anti-nucléaires. Sur l'Europe, on voit bien à quel point c'est compliqué. Sur la retraite, les mêmes qui disaient que la retraite à 60 ans était impossible, se retrouvent. Donc, vous voyez que la première transparence, je crois se dire quel est le projet pour savoir qu'est-ce qu'on va voter. Moi, je sais ce que je vais voter. Je vais voter ce qui permet de mettre en œuvre le projet du président de la République. Voilà, clarté de la... Après, je crois que les députés comme députés, on doit pouvoir régulièrement rendre compte de notre activité, à la fois avec un agenda transparent. C'est quoi l'activité du parlementaire? Comment est-ce que cet agenda est accessible, librement accessible, qu'on puisse comprendre aussi quel est le quotidien, les personnes rencontrées, le travail en commission. Je crois aussi que si on veut intéresser les citoyens au fonctionnement de l'Assemblée, il faut lui donner les moyens de comprendre ce que fait le député, et 3 fois par an, pouvoir rendre compte de son activité. Et par ailleurs, sur les projets les plus importants, et ça fait 2 fois que vous me coupez, je crois que aussi l'exemplarité des parlementaires, c'est de respecter le débat. Et sur des sujets aussi fondamentaux que la reconstruction de l'éducation, de la santé, associer la communauté éducative localement sur la circonscription, la communauté de santé, les soignants de la circonscription, pour bâtir ensemble des propositions qui seront ensuite défendues, portées par leurs représentants au Parlement. Donc c'est un peu l'idée que nous défendons en matière d'action et de transparence de la fonction de député. Merci, Monsieur Cazenave. Monsieur Chica.
Et tout d'abord, je voudrais dire qu'il faut arrêter de opposer vitalité de la démocratie représentative et continuité de la démocratie participative. Je pense qu'on doit chaque fois trouver un équilibre qui permet à la fois de respecter la légitimité que les élus tirent du vote des citoyens et en même temps trouver la méthode et les outils pour justement accentuer la participation démocratique. Cela étant dit, d'abord je rappelle que la première manière de lutter contre le déficit démocratique, c'est déjà de s'employer sérieusement à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les électeurs. Parce que moins la volonté politique et les moyens sont mis pour adresser les problèmes, eh bien, le déficit démocratique se creuse. Et de ce point de vue-là, même si des progrès significatifs et des actions tout à fait reconnaissables ont pu être enregistrées lors du dernier quinquennat sur les questions européennes, eh bien, monsieur le représentant de la République en marche, tout n'a pas été n'est-ce pas, positivement fait, et je considère qu'on aurait pu faire mieux sur un certain nombre de sujets sur lesquels on pourra revenir. Donc, et je rappelle également qu'au Parlement européen, notre famille politique représente une quasi-majorité relative, et que nous avons donc accompagné toutes ces mesures positives au Parlement européen. Cela étant dit, je crois que nous considérons chez nous qu'une manière de faire plus de démocratie à l'échelle européenne, c'est déjà de relocaliser sérieusement la question européenne. Et je parle devant le président, enfin le directeur de la Maison de l'Europe, donc je pense que nous devons accentuer tout le travail qui est fait au niveau local et territorial, parce que les citoyens, effectivement, c'est en territoire qu'ils se font une idée de ce que fait l'Europe. C'est également en communiquant amplement sur les réalisations ou les co-réalisations, n'est-ce pas, de l'Europe. Et Dieu seul sait que sur notre circonscription, plusieurs projets ont une empreinte européenne. Mais nos citoyens ne le savent pas suffisamment. Que ce soit au niveau des quartiers sensibles, hein, je vois les Samas Aziziki là qui soutient vraiment l'entrepreneuriat dans les quartiers, et bien plusieurs projets dans les quartiers, notamment les quartiers sensibles, ont été faits grâce à l'Europe. La Cité du Vin aujourd'hui, nous la devons aussi à l'Europe. Tous les fonds FEDER qui sont mis à disposition des projets ici et là sur la rénovation des quais, sur un certain nombre de projets structurants sur notre métropole et à l'échelle de la circonscription, c'est grâce à l'Europe. Il faut le dire. Il faut le dire et cela permettra justement à nos citoyens de se faire une idée et donc de pouvoir mieux contrôler effectivement les élus que nous sommes. Ok, je vous remercie. Alors maintenant, on a un petit peu abordé la pandémie Covid il y a quelques minutes. On va y revenir sur l'Europe de la santé. Alors, je crois que la première chose à dire, c'est que la santé n'est pas une compétence de la communauté européenne. Ce sont les 27 pays qui, chacun pour leur pays, décident des décisions importantes de santé. Par contre, l'Europe a une compétence d'appui. C'est-à-dire qu'elle essaie de faire qu'il y ait une harmonisation entre les décisions des 27 pays de la communauté. Et c'est à ce titre que la Commission européenne a pris en charge la négociation et l'achat de vaccins Covid avec 8 experts de 8 pays différents qui ont été nommés par 8 pays. Alors parmi ces pays, il y avait la France et notamment la Suède, par exemple. Qui ont désigné un expert qui a participé à la commission de négociation et d'achat des vaccins. Ensuite, il y a des décisions qui ont été prises au niveau de la libre circulation, puisque la commission est chargée de garantir certaines libertés fondamentales que l'on trouve dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Un élément que vous pouvez aller rechercher sur votre moteur de recherche favori. Et c'est à ce titre que la Commission européenne a poussé pour harmoniser les règles entre les différents pays, notamment les QR
code pour pouvoir aller d'un pays à un autre. Donc, est-ce que vous pensez, vous, en tant que futur député, qu'il faut aller plus loin ou moins loin en matière d'Europe de la santé? Alors, monsieur Rattepanche, pour commencer. Merci. Si je peux relier cette question avec la précédente, qui est celle de la transparence. Trouvez-vous normal qu'un élu du Parlement européen, voire même président de groupe, ne puisse pas accéder au contrat qui a été passé pour négocier les C'est-à-dire que, par exemple, nous ne connaissons pas les clauses d'exonération de responsabilité des fabricants. On n'a pas forcément besoin de le mettre dans le public. Hein. Je comprends qu'il y a un caractère commercial. On n'a pas forcément à mettre sur la place publique. Mais l'Europe ne peut pas se construire de cette façon où les négociations sont faites dans des petits cercles. Vous m'avez donné la compétence, oui, c'est certain, ils ont été mandatés pour cela, mais ensuite, ne regardez plus, c'est mon job. Première observation. La deuxième observation. Essayons de résister à cette grille d'analyse, et la salle peut-être est pro-européenne, à cette grille d'analyse où plus c'est bien, moins c'est mal. Moi, je suis tout prêt à dire que quand c'est mieux, c'est mieux. Je suis eurosceptique, je ne suis pas europhobe. Donc, l'Europe de la santé, si c'est pour dire plus c'est bien et que quelqu'un défend moins c'est mal, non, si ça apporte quelque chose, moi, je dis oui. Reconquête, Éric Zemmour, vous dites oui. Monsieur François Bellamy, représentant des Républicains au Parlement européen, l'Europe de la coopération qui fonctionne, c'est oui. Mais quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour faire mieux? Moi, je pose la question. Alors, au niveau de la responsabilité des fabricants de vaccins ne peut pas être exonérée par une décision de quelques experts. Le marché européen est libre. Il y a des réglementations très claires sur la responsabilité de celui qui met quelque chose sur le marché. Il ne peut pas y avoir une exemption de responsabilité décidée par la Commission européenne. Il faudrait que ce soit proposé par la Commission européenne, il faudrait que ce soit validé par le Conseil des présidents et il faudrait que ce soit validé également par le Parlement européen. Il ne peut pas y avoir d'exemption de responsabilité décidée comme ça par la Commission sans le contrôle des autres organisations. Madame Sestari. Merci. Je suis contente de pouvoir vous parler de la santé ce soir. La santé des Européens, c'est au cœur de notre projet, bien évidemment, avec la lutte contre les glyphosates, contre les néonicotinoïdes, pour avoir un air meilleur, une eau plus pure. On veut développer les transports en commun, on veut faire du fret ferroviaire, on veut faire du fret maritime, on veut développer l'agriculture paysanne de proximité pour lutter contre cette Europe qui existe actuellement. On veut développer l'emploi paysan. On vise même 1 million d'emplois de paysans en France. Parce que pour être capable de produire beaucoup, une agriculture de proximité, de bonne qualité pour tout le monde au meilleur prix, on doit produire localement, avec évidemment de la main-d'œuvre. Donc, la santé fait partie des plus grands projets de la lutte. C'est la santé de tous. Merci. Monsieur Nishika, est-ce que vous pensez qu'il faut accroître les compétences de l'Europe en matière de santé, rester comme ça, ou c'est au pays à porter leur santé? À vrai dire, le débat, ou en tout cas l'enjeu, n'est pas dans l'accroissement des compétences. La vraie question, c'est de savoir si, à un moment donné, au niveau européen, ce que nous a révélé la crise du Covid peut être véritablement d'abord compris, ensuite traité. Je pense que la question de la santé au niveau européen se pose davantage dans son rapport avec
les capacités industrielles aujourd'hui d'un certain nombre d'États, dont la France, comment on aborde aussi cette question de la santé au regard de la nécessaire réindustrialisation, n'est-ce pas, de notre pays. C'est également de voir comment la chance que nous avons d'avoir, et notamment sur notre circonscription, en tout cas sur l'agglomération des filières, un certain nombre de filières locales d'excellence, dont la santé, l'e-santé, et donc au rapport avec l'effort européen en matière de transition numérique, comment est-ce que tout cela peut contribuer, n'est-ce pas, à proposer à nos concitoyens une santé meilleure, et d'ailleurs non déconnectée des enjeux écologiques dont vient de parler la candidate de Mélenchon. Donc voilà, tout cela pour dire qu'il faut véritablement, voilà, regarder un peu plus haut et un peu plus ambitieux. Candidate de la Ligue, je ne suis pas la candidate de Mélenchon. En l'occurrence, je représente les partis. Nous avons fait une union de plusieurs partis. Monsieur Mélenchon a son premier fondeur, mais d'autres on l'a connu. Peut-être pour répondre à votre question sur la place de la santé, nous on défend une vision d'une Europe plus souveraine dans toutes ses dimensions, plus souveraine sur la sécurité, et c'est des progrès d'ailleurs très rapides à la faveur de la crise, il faut bien le dire, de renforcement de nos capacités, et d'ailleurs rejoint par d'autres pays. Je vois le Danemark qui maintenant veut rentrer dans la politique européenne de sécurité et de défense. Sur le plan énergétique, on en a parlé, comment est-ce que tout de suite on est plus autonome énergétiquement, on dépend moins des énergies fossiles qui viennent de Russie, sur le plan de l'agriculture et sur le plan de la santé. On l'a vu pendant la crise, et l'objectif c'est effectivement non pas de confier à l'Union européenne le soin de l'organisation de nos soins, l'accès aux soins, c'est une compétence nationale. Je crois qu'on ferait une erreur à vouloir le transposer. En revanche, comment on renforce notre souveraineté industrielle dans le secteur de la santé pour maîtriser la fabrication de molécules, maîtriser la fabrication de médicaments, ne pas dépendre de pays tiers pour garantir la santé dans notre pays face soit à des crises comme on a vécu, soit de manière générale, je crois que ça, c'est la vision que nous défendons, c'est la vision qui a commencé à se mettre en œuvre à la faveur de la crise, mais qui ne veut pas dire de transférer de nouvelles compétences, notamment dans l'organisation des soins. D'accord. Alors, au niveau de la santé, j'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose, Monsieur Cazenave. Quand l'Union européenne a plusieurs niveaux de réglementation et de texte. Un règlement européen est un texte qui est proposé par la Commission européenne, qui est ensuite validé par le Conseil des présidents et par le Parlement européen. La Commission européenne a émis le 14 juin 2021 un texte sur le Covid qui est valable jusqu'au 30 juin 2022, sur lequel la Commission européenne et les gouvernements qui ont signé ce texte garantissent une non-discrimination, une liberté d'action pour l'ensemble des citoyens, et 15 jours plus tard, le gouvernement décide d'imposer le pass vaccinal qui empêche par exemple à quelqu'un qui ne peut pas se vacciner pour une raison X, Y ou Z d'aller prendre un café en terrasse. Pour moi, il y a une petite incongruité entre les deux textes. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Mais je crois que c'est la démonstration du fait que la question sanitaire, la question de santé, c'est une compétence nationale. Voilà. Et que pour des raisons de santé publique nationale, on peut définir nos propres règles. Et je pense que, j'irai même un peu plus loin, on a sur les stratégies de confinement, déconfinement, territorialisé notre stratégie parce que en Gironde, c'était pas la même situation que dans les Hauts-de-France, et de se dire, on va se définir une règle commune européenne, on voit bien que c'était pas adapté. Donc je pense que ça va plutôt dans le sens que j'essaie de définir en disant l'organisation des soins, l'accès aux soins, c'est une compétence nationale, on n'a pas besoin de la transférer à l'Union européenne. En revanche, notre force de frappe industrielle dans le secteur de la santé pour garantir notre souveraineté, oui, ça c'est un combat qu'on doit mener.
D'accord, je vous remercie pour cette explication. Un point important aujourd'hui, évidemment, c'est l'Europe de la défense. Quand on voit la crise entre l'Ukraine et la Russie, je vous invite d'ailleurs, s'il y a encore la possibilité, à assister à une conférence de M. Gwenel Lamarck, qui est absolument remarquable sur l'origine, les gènes de cette crise militaire entre l'Ukraine et la Russie. Vraiment, il faut y assister, peut-être, ce serait bien d'en refaire une autre cas dans quelques jours, quelques semaines. En tout cas, ça me paraît un élément pour tous, pour mieux comprendre ce problème. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, la défense n'est pas une compétence européenne. On n'a pas décidé de confier à l'Europe cette compétence. Également, avec 1,2% de la richesse nationale, ça ne pourrait pas être actif aujourd'hui. Alors, comment faire qu'il y ait une Europe de la défense avec les 27 pays? Comment pouvons-nous être plus forts? Faut-il modifier les textes? Enfin, quelle est votre vision sur ce point-là? Monsieur Djeka. Je suis obligé chaque fois de rappeler que la famille politique a énormément œuvré et agi pour construire une ambition européenne de défense. L'excellent travail d'un d'argent, un ami, ça fait pour l'Europe effectivement de la défense beaucoup et cela dit, je crois qu'on est véritablement à un tournant et quand je parle de l'Europe de la défense, je rappelle quand même que des progrès vraiment significatifs ont été faits. Je suis originaire d'un continent africain, où on sait très bien ce que ça veut dire une Europe de la défense. Certes, insuffisante, mais qui aujourd'hui a permis d'endiguer le développement du terrorisme de manière insuffisante, certes. Il y a beaucoup d'efforts à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que les choses auraient été plus dramatiques, pas simplement pour le continent africain, mais également pour l'Europe, et notamment pour la France, si les forces de défense européennes n'avaient pas appuyé les initiatives nationales, dont la force remarquable et les autres. Donc je crois qu'il ne faut pas effectivement donner le sentiment que rien n'a été suffisamment fait. Cela étant dit, il est évident qu'aujourd'hui, à la lumière de l'actualité, la crise ukrainienne, et également les rivalités sino-américaines et la manière dont nous, en tant qu'Européens, devons nous repositionner, eh bien, un nouveau concept d'autonomie stratégique, je rappelle le rapport de Jordan, qui, avant sa démission, effectivement, a fait des propositions importantes. Et quand on parle de défense, il ne s'agit pas simplement d'une défense militaire stricto sensu, c'est tout ce qui nous empêche, ou en tout cas tout ce qui favorise la dépendance. La dépendance fut un certain nombre de questions liées aux matières premières. On voit bien avec la situation sur les matières premières en Ukraine. C'est aussi un certain nombre de dépendances énergétiques. Tout cela participe effectivement de la politique de défense. C'est la dépendance sur les questions numériques. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons appuyé au niveau du PPE les initiatives sur le Digital Act et bien d'autres initiatives. Donc cela étant dit, nous devons augmenter, aller au-delà de 750 millions d'euros, n'est-ce pas, l'effort financier en matière de défense. Et bien sûr, faire en sorte que nous soyons le moins dépendants possible du parapluie américain. Voilà, et donc c'était aussi cette vision qu'apportait le général de Gaulle que nous entendons effectivement rappeler et consommer. Alors le PPE, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le Parti populaire européen. C'est le groupe politique au Parlement européen auquel appartient les Républicains. Monsieur Gratepanche, en tant qu'ancien militaire, ça doit vous parler un petit peu de l'Europe de la défense. La défense
force armée, c'est quelque chose de très sérieux. On ne s'engage pas pour exposer sa vie, donner la mort à autrui sans des principes et des règles très claires. Je voudrais dire d'abord que l'armée est un outil au service d'une diplomatie et d'un gouvernement. L'armée, on nous dit de faire, elle fait. On nous dit de ne pas faire, elle ne fait pas. Il faut que les choses soient simples. Il n'y a pas de diplomatie intégrée européenne. Il y a une représentation, mais il n'y a pas de diplomatie européenne. Quand on parle de l'Europe de la défense, il y a une chose qui est très bonne et qu'il faut favoriser, c'est ce que l'on appelle l'interopérabilité. Vous allez tout de suite comprendre, quand on a une munition de 155 mm, mais pour l'artillerie, il faut que ce soit le même calibre à tout le monde. Sinon, on ne peut pas combattre ensemble. Il faut que les matériels militaires soient interopérables. Beaucoup de choses ont été faites et il faut continuer. Première observation. La deuxième observation, une force armée ne vaut que par la planification et la coordination. Aujourd'hui, l'OTAN est une machine bureaucratique. Je peux vous dire, c'est une administration. Elle sert à quoi? Elle sert d'abord à assurer un service de vente d'armement américain. Nous avons donc, sur ce sujet de l'Europe de la défense, un intérêt majeur à constituer une capacité autonome de planification. Première observation. Deuxième observation, il faut toujours distinguer, quand on emploie des forces militaires, l'OPCOM et l'OPCON. Je m'explique. Ça n'est pas technique. La mission donnée à une force armée relève d'une nation, d'un pays qui dit à une force armée, vous allez avoir telle mission. L'OPCON, c'est qui est le chef. On peut coopérer en disant qui est le chef dans un cadre de coopération multinationale, européen ou élargi. Mais on ne coopère pas dans ce qui est donné comme mission à une force armée, parce que je reviens sur le début de mon intervention, la diplomatie, la souveraineté dont la force armée est une des composantes est nationale. Ce qui n'empêche pas de coopérer dans l'armement par l'interopérabilité et sur un terrain en mettant sous l'autorité d'une autorité regroupée des composantes des forces. D'accord. Madame Sestari, merci. Votre opinion sur l'Europe de la défense. Nous avons besoin d'une Europe de la défense forte, évidemment. Alors, en ce moment, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, il serait complètement irresponsable de dire autre chose. J'espère que c'est pas ce que vous voulez me faire dire. Ah, pas du tout. Non, moi je ne cherche rien à vous faire dire. Non, bien évidemment, on a besoin d'être fort. On peut regretter que tant de temps ait été perdu depuis la création de l'Union européenne. Malheureusement, maintenant, on voit à quel point on a besoin d'être unis. Et j'espère qu'on pourra travailler à ça. Lorsqu'on aura notre majorité à l'Assemblée nationale. Merci. Monsieur Cazenave. Je pense effectivement qu'avec le conflit en Ukraine, certains se sont rendus compte que la Russie pouvait représenter une menace. Je pense que ça... Et je pense que les positions ambiguës vis-à-vis de Vladimir Poutine devraient nous conforter dans l'idée que, bien évidemment, on a besoin d'une Europe forte. Elle a énormément progressé avec hélas, grâce au conflit d'une certaine manière. On s'est doté d'une boussole stratégique commune, ce qui est quand même une véritable avancée. Une décision des pays d'investir ensemble, non pas de mutualiser, et là-dessus je rejoins l'intervention précédente, engager des hommes, ça relève d'une compétence nationale du chef des armées. En revanche, se doter d'investissements communs, donc, et c'est déjà le cas, il y a des programmes franco-allemands sur de grands équipements, et ça me semble très important, en augmentant les investissements. On doit investir plus, parce qu'effectivement, on vit dans une situation géopolitique extrêmement troublée, et on doit garantir la sécurité du sol européen. On peut faire ça sans braquer nos alliés, je crois qu'on l'a vu, on a quand même besoin de l'OTAN, et je le redis aussi à Mme Sestari, je pense que les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur l'OTAN font du mal,
ont du mal, et on l'a vu dans cette période un peu troublée, à quel point justement la coopération transatlantique, tout en gardant notre objectif d'autonomie stratégique, était un élément important. Je vous remercie. Je voudrais, le temps commence à avancer, mais je voudrais aborder un point important qui est l'Europe de l'éducation et notamment Erasmus. Quand on parle d'Erasmus, la majorité des gens pensent que c'est pour les étudiants. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, tout le monde, quel que soit l'âge, peut participer à des activités Erasmus. Je ne suis plus étudiant, je le regrette un peu, je ne le suis plus. Il y a 2 ans, juste avant le Covid, je suis parti une dizaine de jours en Arménie pour échanger avec des Arméniens, des Géorgiens, des Estoniens et des Italiens sur l'esprit entrepreneurial. Voilà. Tout le monde peut participer à des activités Erasmus. Alors, effectivement, la plus grande partie du budget, c'est pour financer des périodes de 6 mois ou autour pour des étudiants, des étudiants ou des apprentis, pour aller se former à d'autres méthodes que celles de la France, se former à d'autres langues, à d'autres cultures, parce que l'Europe ne peut exister que si l'on se comprend. Aujourd'hui, donc, Erasmus a de plus en plus de budget. J'aimerais qu'on l'ouvre un petit peu plus à l'ensemble de la population, un petit peu plus que ce qui est aujourd'hui. Monsieur Cazenave, qu'en pensez-vous? Bien sûr, on le voit à tous les âges. Et je voudrais prendre par exemple un exemple qui me tient particulièrement à cœur et saluer le travail de Jean Arthuis, qui est très impliqué sur le sujet. C'est l'Erasmus dans le secteur de l'apprentissage, par exemple. Et amener nos apprentis à découvrir d'autres pays, d'autres cultures, s'enrichir professionnellement. Et je trouve que je prends juste un exemple, mais quand vous disiez on doit ouvrir le principe d'Erasmus, il n'est pas cantonné à des étudiants, et je dirais même à tous les étudiants. Et comme on veut continuer, et vous le savez, on l'a fait ces 5 dernières années, à faire de l'apprentissage une voie d'excellence, maintenant on souhaite le faire pour les lycées professionnels. Et donc je trouve que c'est un bon exemple, à travers, y compris les métiers les plus manuels, d'une certaine manière, se dire c'est une perspective, parce que c'est comme ça qu'on crée le lien européen, l'affection pour l'Europe, et c'est un sujet sur lequel nous sommes et nous resterons toujours engagés. D'accord, merci. Madame Sestari. Les voyages en Europe existent déjà pour les apprentis, pour toutes sortes de corps de métier. Heureusement, ça n'est pas ouvert aux étudiants qui vont à l'université. Et évidemment, il faut le développer de plus en plus. On a besoin d'Europe pour la jeunesse. Et c'est comme ça qu'ensuite on pourra faire une Europe solide où les citoyens se sentiront vraiment impliqués. C'est la meilleure façon de construire l'Europe de demain. Merci, monsieur Chicane. Je pense pour ma part qu'il faut avoir plus d'ambition. Plus d'ambition, et je vous dis le respect pour la marche. Mais c'est sérieusement, 18 000 apprentis, par exemple, sur notre région, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Quelques milliers de jeunes ambassadeurs, c'est pas suffisant. Donc je crois qu'il faut être plus ambitieux. Il faut véritablement développer cette dimension de la formation professionnelle en lien avec ces mobilités. Je crois que c'est un pari que nous pouvons effectivement gagner si nous avons davantage de députés républicains qui accompagnent ces programmes-là. Je pense aussi que le niveau financier qui est mis est suffisant. On a 221 millions d'euros, c'est déjà pas mal, mais on peut faire plus. Et l'enjeu, il est important. Il est important aussi parce qu'il faut voir au-delà de nos frontières nationales. Puisqu'on est dans une perspective européenne, comment on articule avec la jeunesse méditerranéenne. On a fait un pas récemment en direction
du continent africain, donc notamment avec les Sciences Po, etc. Et j'en parle en connaissance de cause, parce que j'étais pendant 5 ans à l'administration de Sciences Po Bordeaux, et je pense qu'il faut effectivement intégrer cette dimension méditerranéenne dans le projet Erasmus Formation. Et je rappelle que nous avons la chance d'avoir cette agence à Bordeaux, hein, et sur notre circonscription, ce qui est déjà donc un vrai défi pour nous tous. Alors l'agence Erasmus de Bordeaux, qui est près de la gare, c'est l'agence qui s'occupe des adultes. Il y a une deuxième agence qui s'occupe des jeunes, Erasmus Jeunes, qui est à Paris, et notamment les services civiques. Si vous rencontrez des jeunes, vous pouvez leur proposer de faire un service civique en Europe. C'est vraiment une expérience géniale. Et c'est l'agence de Paris qui s'en occupe. Non, je voulais dire, alors je vais t'appeler le représentant des LR, parce qu'il fait semblant d'oublier mon prénom et mon nom. On est à peu près à un siècle au conseil municipal et pas très loin au conseil métropolitain. Mais je voudrais donc répondre aux représentants de mon petit LR que quand même, que le projet d'Emmanuel Macron ne trouve pas grâce à vos yeux, je le respecte. Mais alors sur l'apprentissage, s'il y a bien, en fonction de l'alternance, tout le monde qui a dit on va réussir l'apprentissage, il y en a un seul qui l'a réussi, la réforme de l'apprentissage, c'est Emmanuel Macron, que vous sachiez, on l'a sorti des régions, ça a été difficile avec les collectivités locales, pour le confier aux entreprises et aux branches. Résultat, multiplication par 2 de l'apprentissage. Donc, il y a des éléments du bilan qui ne vous conviennent pas, je l'entends, mais l'apprentissage, mauvaise pioche, Pierre de Gaëtan, parce que là-dessus, s'il y a un succès unanimement reconnu, c'est bien l'explosion de l'apprentissage dans notre pays. Et je peux vous dire qu'on va faire plus et qu'on va s'attaquer à un sujet qui ne fonctionne pas assez bien, c'est les lycées professionnels, et faire des métiers manuels, des filières d'excellence dans notre pays. Je vous propose de continuer votre échange bilatéral au conseil municipal de Bordeaux. Sur ce sujet, bien entendu, que nous allons réussir à trouver un point commun. La découverte d'autrui, des pays, par les échanges est une excellente chose. Excellente chose. La jeunesse, c'est le temps des amitiés, c'est le temps des découvertes, c'est le temps d'apprendre les langues. Bien sûr que Erasmus est une très bonne chose pour l'Europe. Bien sûr. Bravo. Plus, oui. Mais attention au tourisme éducatif. L'école, je dis même, l'école est là pour transmettre des connaissances. Il faut qu'il trouve ses connaissances à l'étranger. C'est ma seule réserve. Il faut qu'il trouve ses connaissances à l'étranger, car les écoles sont là pour apprendre. C'est ma seule réserve. Et je n'ai pas d'a priori. Oui, Erasmus, c'est une très bonne chose. D'accord, je vous remercie. Alors maintenant, on va passer aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions Je peux faire passer le micro éventuellement. Désolé. Alors, est-ce que vous voudriez poser une question à nos candidats députés? Bonsoir, oui, Chantal Bourraguet. Je voulais revenir sur un point sur la santé. D'abord, parce que la santé, l'Europe ou les accords bilatéraux des pays ont permis à ceux qui voyagent à l'intérieur de l'Europe de bénéficier de soins de santé. Et la carte européenne de santé est quelque chose qui est très important. Donc c'est un point de plus positif qui rend service à beaucoup de personnes sur l'Europe. Le deuxième point, c'est, j'ai envie de revenir sur la Turquie et la Commission et les droits de l'homme. J'ai eu l'occasion, il y a déjà quelques années, de rencontrer une directrice des droits de l'homme. Et moi, je rentrais d'Istanbul, où il y avait l'année européenne de la culture. Personne ne le savait en France, ça n'avait mobilisé personne. Et en rentrant, je lui ai dit, vous savez, j'ai rencontré pas mal de Turcs, des proviseurs de lycées français, anglais, qui étaient très inquiets, c'était 2010, sur l'évolution qui allait se passer avec M. Erdogan, que j'ai vu hué par sa population en réunion avec les députés de l'ensemble du bord méditerranéen. Et quand j'ai rencontré cette directrice, elle m'a dit pleine d'espoir, directrice des droits de l'homme à la Commission. Vous savez, chaque fois qu'on a un pays qu'on essaie d'intégrer à l'Europe,
on améliore la situation des droits de l'homme. Et là, je dis, vous êtes vraiment à côté de la plaque parce qu'en ce moment, c'est en train d'être l'inverse en Turquie. Et une députée turque l'a dit tout simplement, il y a aussi un empêchement majeur, c'est la taille de votre population qui se trouve plus au Moyen-Orient que dans l'Europe. Mais la Commission, sur certains points, est un peu à recul. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir sur ce point? Moi, je voudrais réagir, rebondir sur pour poser une question. Quelles sont les frontières de l'Europe? L'Europe a-t-elle des frontières? Quand vous voyez que récemment le directeur de Frontex a été remercié, alors qu'il expliquait que sa mission était de contrôler les entrées dans la zone Schengen, et que ce n'était pas forcément le cas de la Commission qui considérait qu'il était plus là pour enregistrer les entrées plutôt que pour les contrôler, et le cas échéant, ce qu'on appelle les refouler. Donc moi j'ai une question, c'est quelles sont les frontières de l'Europe? Y a-t-il des frontières? Si, il y a des frontières. Il y a 27 pays et les frontières de l'Europe, elles existent. Simplement, Frontex a très peu de moyens. Et tous les rapports qui ont été présentés au Parlement européen et dans les parlements nationaux l'ont démontré. Donc il faut, à mon avis, renforcer Frontex et puis anticiper un certain nombre de dérèglements au-delà de ces frontières européennes, de manière à ce qu'effectivement Frontex n'ait pas toute la charge explosive. Donc il y a bien des frontières, elles sont connues par les citoyens, par les élus. Il faut arrêter de... En tout cas, aujourd'hui, les frontières de l'Europe, c'est effectivement les 27 pays de l'Union européenne. Pour qu'un 28e pays rentre dans l'Union, il faudra l'accord des 27 pays unanimes pour accueillir un 28e pays. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est clair, c'est qu'un certain nombre de critères doivent être atteints par le pays. Alors, bon, bien sûr qu'on aimerait bien que l'Ukraine entre demain dans l'Union européenne. Par contre, en termes de corruption, en termes d'égalité homme-femme, en termes, enfin, il y a pas mal de critères où ils ne sont pas aujourd'hui prêts à entrer dans l'Europe. Et c'est pareil pour la Turquie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Michel Laurent. Je crois qu'il serait intéressant que les candidats nous disent, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit d'ailleurs, nous disent ce qu'ils pensent de la proposition du président de la République de la communauté politique européenne. D'accord. Je ne sais pas comment. C'est très simple, faisons un référendum. Madame Sastari. Pas de commentaire. Il faudrait qu'on aille un peu plus loin dans la question pour bien comprendre le concept de communauté politique européenne. En revanche, notre conviction, c'est que le projet européen a toujours été, à moins une volonté politique, une communauté de destin, un partage de valeurs. Ça, c'est certain. Mais peut-être que, monsieur, je ne vois plus, est-ce que vous voudriez expliciter, désolé hein, si je vous pose la question, expliciter un peu la question pour qu'on puisse la répondre. Désolé, Bruno. J'aurais bien aimé mettre mon grain de sel dans la question, mais Mais tu peux, hein. On parle des frontières de l'Europe. En fait, on peut aussi parler d'Europe à plusieurs vitesses. À géométrie variable, comme je viens de dire. Donc, c'est un peu la question. Est-ce une nouvelle strate de l'Europe? Et ça permettrait aussi à certains qui attendent depuis déjà un certain temps pour avoir des accords avec nous, de coopérer. Quoi. Alors, position d'attente. Oui, je précisais à Thomas. Je précisais à Thomas que la notion de communauté politique qui est évoquée par Michel, c'est Emmanuel Macron qui a sorti ce concept-là, non pas dans le sens de renforcer les coopérations sur un certain nombre de domaines
par exemple, comme nous le souhaitons, dans notre famille politique, mais avec la demande de l'Ukraine et derrière l'Ukraine d'autres pays, d'imaginer non pas une confédération, voilà, un espace entre la confédération et l'intégration, etc. Donc, moi je pense que c'est un peu illisible, c'est politiquement illisible. C'est politiquement illisible, c'est aussi en partie illusoire pour certains pays. On a aujourd'hui une construction européenne à consolider. Nous avons des niveaux de coopération interétatique à renforcer sur un certain nombre de domaines, dont la défense, dont la santé, dont le numérique, etc. Et puis nous avons des coopérations euro-régionales, n'est-ce pas, à impulser et à consolider avec notamment les puissances régionales ou moyennes, pas loin du continent européen. D'accord. Écoutez, on va arriver un petit peu au terme de ce débat. Je vais demander à chacun des candidats 2 minutes pour dire ce qu'il a envie de dire aux futurs électeurs. Monsieur Cazeneuve. Merci. Je voudrais reprendre peut-être mon propos introductif et dire que cette élection nationale est un enjeu européen. Parce que la France, elle a toujours joué un rôle moteur dans la construction, l'intégration de l'Europe et de l'Union européenne. Et on voit bien tous les enjeux encore de terrain de conquête. Et que demain, si la majorité au Parlement est entre les mains de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, ce sera la grande bifurcation pour la France. Et donc la grande bifurcation pour l'Europe. Donc si vous êtes profondément européen, si comme nous, vous voulez faire le choix de l'avenir, votez Emmanuel Macron, votez Thomas Cazeneuve sur les circonscriptions. Madame Secretary. Merci. Donc, lorsque nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale, nous travaillerons bien évidemment pour l'Europe, mais pour une autre Europe. Je ne vais pas répéter, M. Cazeneuve, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous voulons une Europe de justice sociale, écologique. Et c'est très très important de retenir ce mot-là, écologie. Vous ne l'avez pas beaucoup prononcé ce soir. C'est nous qu'il faut convaincre. Monsieur Grattepanche. Je pense que nous allons vers des temps troublés. Est-ce que l'Europe est un cadre protecteur? Oui. Est-ce que c'est un cadre nécessaire? Oui. Pas forcément. Moi, je pense, chacun aura sa réponse, je ne dis pas forcément, je pense que nous devons être d'abord animés par l'amour de notre pays. Et que c'est ce fil rouge qui a été mon propos de début et sur lequel je voudrais rester pour conclure. Être amoureux de notre pays, avoir le souci de l'intérêt national, n'est pas d'exclure l'Europe, mais c'est de faire vivre l'Europe sur ce qu'elle sait bien faire, voire mieux faire. Par contre, c'est d'être capable de pointer les domaines où elle est défaillante. Il y a des domaines où elle est défaillante. Par contre, la subsidiarité est également un principe fondateur de l'Europe. Il ne faut pas que l'administration européenne empiète toujours et toujours plus au nom de plus d'Europe égale c'est bien. La subsidiarité est essentielle. Enfin, l'Europe ne se construira que par l'adhésion des peuples. Si ce sont une série de traités qui ligotent toujours un petit peu plus sans avoir l'adhésion des peuples, l'Europe, malheureusement, s'exposera à vivre ce que la Grande-Bretagne a vécu, c'est-à-dire une rupture. On n'a pas assez pensé, on n'a pas assez discuté ce soir pourquoi les Anglais nous ont quittés. Ce n'est pas ce que je souhaite. Ce n'est pas ce que je souhaite. Et l'Europe des peuples, seule, a un avenir. Il y aura un débat sur le Brexit, probablement à la fin de l'année, ou en début d'année prochaine, lorsque toutes les décisions auront été prises. Le mouvement européen va l'organiser. Alors, juste un petit mot sur, avant M. Chicane,
sur les fonctionnaires européens. Il y en a. Sauf qu'ils ne sont pas si nombreux comme on le croit, puisqu'il y en a la moitié de ce qu'il y a à la mairie de Paris. Voilà. Juste pour... Heureusement, parce que le premier salaire est indécent. Il ne paie pas d'impôts. Et le niveau de rémunération dépasse ce que l'on pourrait imaginer. Heureusement. D'accord. Ce sont des gens très compétents. Monsieur Tchikam, pour terminer. Tout d'abord, nous devons porter, en tant que candidat et demain élu à l'Assemblée nationale, un message de confiance et d'espérance dans l'Europe. L'Europe nous a apporté la liberté, historiquement et encore aujourd'hui. L'Europe a été un facteur de stabilité et de paix. Et demain, l'Europe doit rester un espace d'épanouissement, notamment pour la jeunesse. Et donc, j'appelle les électeurs à bien faire la différence entre ceux qui, en responsabilité, et depuis des décennies, dans cette grande famille gaulliste et populaire des Républicains, ont porté les projets significatifs, voilà, pour une Europe de liberté, de paix, de sécurité, et qui ont l'ambition de faire en sorte que le projet européen soit davantage compris par nos citoyens. Et pour cela, on a besoin des députés libres, indépendants, mais utiles et responsables dans l'intérêt de la France. Eh bien, je vous remercie à tous. Je remercie d'abord les 4 candidats qui se sont prêtés au jeu, qui sont venus rencontrer le mouvement européen Gironde et les électeurs sur la première circonscription, donc Bordeaux-Nord, Bordeaux-Maritime, Codéran, Bruges et le Bouscat. Et remercier à nouveau, c'est Bordeaux, Bordeaux-Nord, c'est le Grand Parc. Merci Monsieur Bobet, merci Monsieur Lamarck, et nous continuerons à prévoir des réunions et des rencontres. Et donc j'invite celui qui sera élu à venir rencontrer... Oui, celui ou celle qui sera élu à venir nous rencontrer. Alors, en quittant la salle, vous avez des petits flyers sur le mouvement européen et il y a les 3 thèmes principaux de nos actions. Derrière, il y a une explication de ce que nous faisons au niveau de la Gironde. En bas, c'est accessoire, mais il y a un petit QR code qui vous amène directement sur le site du mouvement européen, sur la page d'adhésion. Vous n'êtes absolument pas obligé, mais ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera si vous avez envie de nous rejoindre. Merci.